Bonjour à tous, bienvenue dans ce talk où je vais parler aujourd'hui de réalité virtuelle dans le navigateur. Donc, je m'appelle Olivier Guillet, je suis directeur technique chez Mautic. Et Mautic, on est une boîte nantaise à 2 pas d'ici. On travaille sur des interfaces centrées utilisateurs et des interfaces innovantes. Donc, je vais vous présenter un peu la réalité virtuelle rapidement en général, un petit retour sur l'état des lieux. Ensuite, on parlera de WebVR, bien sûr, les spécificités de la réalité virtuelle dans le navigateur. Un petit peu de technique, il y aura un tout petit peu de code. Le but n'est pas de rentrer dans les détails, mais vraiment de vous présenter cette nouvelle API en général, et puis une petite projection sur la façon dont tout ça va évoluer. Dans le titre, dans la description de la conférence, je parle de WebVR et de métaverse. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose, le métaverse? Il y a 25 ans, il y a un écrivain de science-fiction, Neal Stephenson, qui décrivait dans son livre Samouraï virtuel un univers virtuel où toutes les personnes pouvaient se connecter grâce à un casque de réalité virtuelle, avaient un avatar et pouvaient se déplacer de monde virtuel en monde virtuel. Tout un chacun, les hackers pouvaient créer leur monde virtuel et on pouvait, avec son avatar, aller visiter les mondes des autres ou les mondes virtuels des sociétés. Donc ça, c'était il y a 25 ans. C'est lui, Neal Stephenson, qui a écrit ce bouquin. Il y a 25 ans, 92, Internet, on connaissait, enfin moi je ne connaissais pas en fait, ça existait, ça commençait juste. Aujourd'hui, comment on pourrait définir ce métaverse, parce que cette expression revient souvent dans les discussions autour de la réalité virtuelle, et on pourrait définir ça comme l'enrichissement de l'Internet plat 2D qu'on connaît tous aujourd'hui, où on se promène de site en site, en un Internet 3D, où on se promènerait, au lieu de se promener de site en site, on y naviguerait de monde virtuel en monde virtuel. On va voir comment c'est possible avec WebVR. On parle aussi également beaucoup, cette année 2016, comme l'an 1 de la réalité virtuelle. Pourquoi ? Alors, notamment parce qu'il y a énormément de matériel qui est sorti cette année. Oculus Rift avait sorti son prototype, son Kickstarter en 2012. Ça avait commencé à faire parler pas mal de réalité virtuelle. Et aujourd'hui, on est dedans. Donc, on a tous ces matériels performants qui sont sortis en version commerciale cette année. Le HTC Vive, l'Oculus Rift, le Gear VR de chez Samsung, dont vous avez un exemplaire ici, dans lequel on met un téléphone. Et puis le PlayStation VR qui vient tout juste de sortir, début octobre. Petit chiffre de vente pour resituer un peu tout ça, avoir un peu de contexte. Le HTC Vive aujourd'hui a communiqué le mois dernier sur leur chiffre de vente. Ils en sont à 150 000 unités vendues. C'est pas la folie, c'est le début. Chez Oculus Rift, on n'a pas de chiffre officiel, ils ne communiquent pas. Mais grâce à certaines plateformes de SteamVR, où on peut télécharger des jeux VR, on a quelques stats. On se rend compte qu'il y a environ 70% d'Oculus Rift pour 100% de HTC Vive. Donc on arrive à extrapoler à peu près le nombre d'unités vendues. Ça tourne autour de 100 000. Ce n'est pas énorme par rapport à ce qu'on pouvait imaginer chez Oculus depuis 4 ans qui font pas mal de buzz. Par contre, Samsung et Oculus conjointement, avec ce petit appareil dans lequel on met leur téléphone, eux, ils commencent à avoir des ventes quand même significatives. On en est à plus de 2 millions d'exemplaires diffusés, donc ça commence à devenir intéressant. Chez PlayStation, c'est juste le début, comme je disais, ça a été commercialisé depuis le 13 octobre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la première semaine au Japon, ils ont vendu 50 000 exemplaires. Aujourd'hui, je ne sais pas combien on en est un mois après, mais plusieurs centaines de milliers déjà d'exemplaires vendus, et on peut imaginer que ça va aller quand même relativement vite. Et puis on a nos amis de chez Google en 2014 qui ont sorti ce petit truc magique en carton, le cardboard, et plusieurs dizaines de millions d'exemplaires qui sont diffusés. Forcément, ça ne coûte pas très cher. Et ça permet de démocratiser aujourd'hui l'usage de la réalité virtuelle. On a des plateformes de contenu qui sont apparues, des plateformes adaptées, notamment pour la photo et la vidéo 360 degrés. Aujourd'hui, c'est une des deux utilisations de la réalité virtuelle vraiment qui démocratise l'usage, la photo et la vidéo 360 degrés. Donc vous pouvez diffuser des vidéos 360 sur YouTube.
ou sur Facebook. Et sous Facebook, je pense que vous vous êtes tous amusés à regarder des vidéos 360. Là, avec le Vendée Globe, il y en a pas mal. Donc c'est un bon moyen de diffuser tous ces contenus. Et puis en termes de jeux vidéo, on a la plateforme SteamVR qui a une rubrique, une catégorie spécifique pour les jeux réalité virtuelle et qui là aussi permet de diffuser le plus facilement possible des applications réalité virtuelle. WebVR, c'est le sujet aujourd'hui, et donc WebVR va nous permettre d'avoir des univers virtuels directement sur le web, dans les principes du web, c'est-à-dire en étant multiplateforme, sans avoir d'application à installer. C'est une API qui existe aujourd'hui au sein du W3C, qui est encore expérimentale, un peu plus qu'expérimentale quand même parce qu'elle est passée en mode draft, donc ça avance dans leur process interne. Par rapport au métaverse que je décrivais tout à l'heure, c'est pas encore ça. On va voir pourquoi, mais concrètement, on va pas se mentir, en 2016, on ne peut pas encore naviguer de site virtuel en site virtuel sans enlever son casque, en restant toujours immergé dans une réalité virtuelle. Donc que permet cette API WebVR? Qu'est-ce qu'elle propose pour vivre cette expérience? Eh bien, pour commencer, quand on a un casque de réalité virtuelle, elle va pouvoir connaître son orientation. On va pouvoir lire les données du casque pour que la page web, l'univers virtuel, soit correctement affiché. On va pouvoir accéder aux données techniques du casque, le champ de vue, le viewport. Le viewport, c'est ce qui va nous permettre de savoir quelle taille de rendu 3D faire. Et puis la distance interoculaire, ça c'est très important. Selon le matériel, entre un Oculus par exemple, un Samsung Gear ou un HTC Vive, les lentilles, la géométrie du casque ne sont pas les mêmes. Et donc, l'image qui va être projetée doit être réglée différemment. On applique des déformations géométriques pour que l'image soit toujours correcte. Si on ne fait pas ça, je vous donne un exemple. Je prends une appli Cardboard, optimisée pour Cardboard, et je la mets dans mon casque Samsung Gear. L'écart entre les lentilles n'est pas exactement le même, les lentilles ne sont pas faites pareilles, et du coup, dans ce casque-là, je vais voir l'image un peu dédoublée, je vais avoir du mal à... La 3D ne va pas être nette, et puis au bout d'un moment, je vais fermer un œil parce que la 3D n'est pas correcte. Donc ce que nous permet l'API WebVR, c'est de récupérer les informations techniques du casque pour avoir un rendu toujours optimal, et avoir la même qualité dans la page web en WebVR que sur une application native HTC Vive ou Oculus Rift. Donc ça, c'est vraiment un aspect primordial de l'API. C'est caché, c'est de la tuyauterie cachée, mais c'est primordial pour pouvoir diffuser cette techno. On va avoir bien sûr le rendu 3D stéréoscopique. On verra des images tout à l'heure, mais c'est le fait d'avoir deux images avec un point de vue légèrement décalé chacune pour pouvoir avoir un rendu 3D et donner l'impression de 3D à notre cerveau. On parlait du métaverse, de la navigation de site en site sans quitter son casque. Aujourd'hui, l'API ne le permet pas, mais ça commence à arriver. Mozilla vient de sortir un prototype. Alors concrètement, dans leur proto, on est sur un site VR, et puis on a comme des hyperliens que l'on vise, on clique, et puis on est projeté dans un autre site qui lui aussi est VR. On promène un header spécifique dans la redirection HTTP, et du coup le nouveau site, le site appelé, sait que vous étiez déjà en mode réalité virtuelle dans le site précédent, et il vous laisse ce rendu 3D stéréoscopique. Et donc vous pouvez naviguer sans jamais enlever votre casque. Ça, c'est ce qui va être bientôt possible. Et puis, deuxième aspect intéressant, tout le web ne va pas migrer en 3D demain, bien sûr, bien évidemment, mais on a envie quand même de pouvoir afficher des sites web classiques, du DOM, du HTML, des contenus 2D, en 3D dans son casque. Et donc pouvoir mapper du contenu DOM sur une surface 3D, sur un contenu en relief. Ça, c'est également en cours de travail, notamment chez Google. Ils avancent beaucoup, ils avancent assez vite parce qu'ils annoncent ça en release stable pour 2017. Donc à la fois dans Chrome pour Android et sur Chrome Desktop. C'est sûrement lié à la sortie de Google Daydream, donc vous avez peut-être entendu parler, leur nouvelle plateforme de réalité virtuelle, qui est l'évolution du Cardboard, avec du contenu plus et du matériel plus optimisé. Et donc ils poussent pas mal dans ce domaine-là. On va revoir vite fait l'historique de ce projet WebVR. Tout commence en 2014. Vladimir Vucikevich, qui est chez Mozilla la personne qui a inventé, créé l'API WebGL.
donc qui s'y connaît un peu en 3D, et il commence à trouver ça drôle, la réalité virtuelle. Il regarde ce qu'il peut faire dans un navigateur. Chez Mozilla, il commence à faire des protos. Et en parallèle, quelqu'un de chez Google qui travaille aussi sur WebGL, mais dans le navigateur Chrome de son côté, fait la même chose. Et puis, ils sont tous les deux à San Francisco, ils se rencontrent sur des meet-ups sur la réalité virtuelle, ils se rendent compte qu'ils sont en train de faire plus ou moins la même chose chacun de leur côté. Et dès le départ, ils décident de collaborer. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ils décident de rentrer dans un processus de normalisation pour le W3C. Et donc, 2 ans après, on a une version 1 de Draft qui est diffusée par le W3C. Donc là, il y a quelques mois. Suite à ça, Microsoft, très récemment, annonce qu'il lance le développement de l'implémentation de l'API dans leur navigateur Edge. Donc tout récemment, ça c'est intéressant. Eux ont des spécificités matérielles sur leur Microsoft HoloLens ou des futurs matériels à venir. Et donc, ils demandent certaines évolutions. C'est pour ça qu'il y a une mise à jour de l'API, au mois de septembre dernier. Et puis, le mois dernier, un très très gros workshop W3C avec plus de 150 intervenants de tous les acteurs majeurs de la VR, Oculus, bien sûr, HTC, tous les grands browsers, donc Google, Apple, Samsung également, qui se rencontrent pour faire des ateliers. Ils se sont fait un devfest interne avec des pitchs pour faire avancer différents sujets, le rendu du DOM dans le navigateur, la reconnaissance du matériel. Et donc, il y aura certainement une très prochaine mise à jour à nouveau de l'API avec des nouvelles choses qui vont sortir. La promesse de WebVR, c'est d'être multiplateforme dans le principe du web. Et donc, aujourd'hui, l'API est compatible avec tous ces matériels du marché. Peut les faire fonctionner de manière optimisée, comme j'expliquais tout à l'heure, et avoir la meilleure expérience possible sur tous ces matériels de manière unique, comme un site internet classique qu'on va pouvoir afficher dans tous les navigateurs. Donc là, on peut l'afficher sur tous ces matériels. Et on est toujours dans un navigateur. Donc là, on voit les navigateurs qui sont WebVR enthousiastes, c'est-à-dire qui ont annoncé l'implémentation de l'API. Chrome, Mozilla, Edge. Et puis là-bas, Samsung Internet. Samsung Internet, c'est le navigateur de Samsung embarqué sur leur casque Gear VR. Donc dedans, au milieu des applications de jeux vidéo, de vidéo 360, ils ont aussi un navigateur qui est compatible WebVR, qui commence à être compatible WebVR. Donc ça, c'est l'intention. L'état actuel, la réalité, c'est qu'on est encore sur des builds bêta ou dev chez Chrome, chez Mozilla également. Et sur Samsung Internet, il est déployé en production sur les casques. Il faut juste aller activer un flag spécifique, donc aller sur une URL, et ensuite le flag, l'API WebVR est activé dans le casque. Google a sorti un polyfill, donc vous connaissez tous les polyfills, pour pouvoir avoir cette expérience WebVR dès aujourd'hui. Donc dès aujourd'hui, vous pouvez faire un site WebVR qui fonctionne. On verra tout à l'heure quelques exemples. Qui fonctionne de manière correcte sur le web sans casque. Donc vous avez une seule vue, vous pouvez vous promener dans la 3D. Et qui fonctionne aussi très bien sur Cardboard. Donc sur mobile, sur Google Mobile ou sur iOS, vous pouvez faire un site et quand vous le mettez dans un Cardboard, le rendu WebVR est tout à fait correct. Ça ne permet pas encore de fonctionner de manière optimale sur les autres matériels, Oculus Rift, HTC Vive, parce qu'on n'a pas encore cet accès à ce matériel. On ne l'a pas via le polyfill, hein, mais via l'API et les versions bêta, ça fonctionne. Quelques exemples d'utilisation pour illustrer ce qui est possible de faire. Donc des choses qui sont déjà en ligne aujourd'hui. Ici, une boîte toulousaine qui a fait un tweet wall en 3D, 360, donc avec une URL accessible sur Internet. Ça fonctionne sur Cardboard et ça fonctionne très très bien, c'est assez marrant, tout le fond est animé. Et puis vous voyez des tweets que vous pouvez sélectionner pour qu'ils viennent en surévidence devant vous. S'il y a de la vidéo, on peut consulter la vidéo, voir les photos. 360 Syria, ça a été un des premiers sites WebVR, compatible WebVR, donc sur un sujet dramatique, mais qui met à profit la force immersive de la réalité virtuelle.
pour vous plonger dans des photos 360 de villes en situation de guerre. Eux ont mis ça en ligne en mars 2016, donc c'était dans les tout premiers sites WebVR à être en ligne. Bilula, qui est une boîte lilloise, qui fait depuis plusieurs années une plateforme sociale en 3D, donc en WebGL, dans le navigateur, et qui, depuis la sortie de l'API WebVR, s'est engouffré à fond là-dedans. Donc on entend beaucoup parler de Google qui veut, de Facebook qui envisage d'avoir un réseau social en réalité virtuelle dans le futur. Ils ont racheté Oculus, c'est pas pour rien. Et Bilula est précurseur de ce domaine. Sketchfab, pour ceux qui font de la modélisation 3D ou de l'impression 3D, vous connaissez peut-être. C'est un site de partage de modèles 3D qui est assez utilisé et qui aujourd'hui est compatible WebVR. Donc si vous allez consulter un bâtiment architectural, par exemple, sur le site de chez Sketchfab, vous pouvez d'un simple clic activer le mode cardboard, mettre le téléphone dans le casque et vous êtes parti en réalité virtuelle sur le site internet Sketchfab. Vrideo est un des premiers fournisseurs de diffusion de vidéos 360 sur Internet avant Facebook. Et donc, ils ont un mode également WebVR pour voir toutes les vidéos en immersion. Le Washington Post a sorti un article, tout un reportage sur Mars modélisé en 3D. Et donc, on peut visualiser la planète Mars, différents éléments, le matériel d'émission en réalité virtuelle. Un jeu chez Iberia qui est assez intéressant parce que la personne qui a fait ça, un Espagnol, est vraiment un précurseur de WebVR, fait énormément de démos et sur son site, il dissèque vraiment la conception technique de ce qu'il met en ligne. Donc cet exemple est assez intéressant. Sur les slides, tous les liens sont cliquables, donc pour ceux que ça intéresse, vous pourrez aller consulter. Une boîte française qui a fait un simulateur pour Renault en partenariat avec Oculus. Ça a été présenté à la dernière conf de chez Oculus, Oculus Connect en septembre ou octobre. Et donc un simulateur automobile, comme les constructeurs automobiles en font beaucoup, mais dans le navigateur. On va aborder un petit peu les aspects techniques sur comment tout cela peut fonctionner. Et pour commencer, on va voir comment faire avec WebGL pour construire ces sites en 3D. WebGL, c'est vraiment le composant de base qui va nous permettre de faire un site WebVR. De manière classique, si vous faites déjà de la 3D dans le navigateur, pour faire du WebVR, vous n'avez pas besoin de grand-chose de plus. On verra après l'API WebVR, mais elle est assez simple. C'est surtout des compétences en WebGL qu'il va vous falloir pour créer toute cette 3D et de l'afficher. Donc on crée un canvas spécifique WebGL pour faire notre rendu. Et puis après, on va pouvoir afficher tous les contenus 3D. Aujourd'hui, WebGL est supporté par tous les navigateurs. Hop, pardon. Donc vraiment tous, jusqu'à Safari depuis 2015, je crois. Mais on peut vraiment faire de la 3D partout. Donc après, on utilise d'autres mécanismes pour faire de la VR. Pour faire ça, aujourd'hui, pas besoin de WebVR, hein, on peut prototyper. Il y a des exemples qui ont été faits avant. Alors comment faire? On peut utiliser Tree.js. Tree.js, pour ceux qui font du WebGL, vous connaissez sans doute. C'est une surcouche pour faciliter la prise en main de WebGL. Et avant même que WebVR sorte, ils avaient conçu des extensions, des plugins pour faire de la VR. Donc un effet, ce qu'ils appellent un effet, un filtre de rendu stéréo effect pour avoir les deux rendus en stéréoscopie. Device Orientation qui permet d'avoir les informations d'orientation du téléphone, donc dans un cardboard, savoir où regarder pour réorienter la scène 3D. Pouvoir passer en plein écran, on n'a pas envie d'avoir une barre d'URL quand on est en réalité virtuelle. On met tout ça dans un cardboard et on peut bénéficier de cette expérience réalité virtuelle. Et puis en général, les gens ajoutent Orbit Control qui permet à la souris et au clavier de se promener dans le monde 3D sur l'ordinateur, en mode desktop. Donc rendu stéréoscopique, ça rend tout simplement ça. On a les deux vues, en fait on a deux caméras virtuelles légèrement décalées, comme nos yeux, pour faire exactement le même rendu
que l'œil humain quand il visualise de la 3D. Donc ça, Tree.js le supportait déjà. Et avant WebVR, en 2015, tous les sites, les précurseurs qui se lançaient utilisaient ces librairies, ces plugins. Avec WebVR, l'intérêt, c'est qu'on a des fonctions dans l'API supplémentaires, notamment ici, la possibilité de récupérer les appareils VR connectés sur l'ordinateur. Donc on va vouloir savoir qui est présent, et ici, en récupérant leur paramétrage, obtenir toutes ces informations de géométrie spécifique, champ de vue, largeur du viewport pour WebGL, distance interpupille, tout ce dont l'API a besoin pour faire un rendu optimisé. Donc là, en quelques lignes de code, on a déjà obtenu toutes ces informations. Et ensuite, on va pouvoir créer notre canvas WebGL et le transmettre au rendu VR Display pour que ce soit affiché dans le casque de réalité virtuelle. Donc là encore, de manière très simple, avec quelques lignes de code. Et puis, finalement, on va faire notre boucle de rendu. On a une nouvelle méthode, RequestAnimationFrame, mais qui est portée par VR Display. Vous connaissez déjà RequestAnimationFrame si vous faites des animations JavaScript dans le DOM classique. Donc là, la fonction porte le même nom, mais ça n'est pas la même. C'est une nouvelle fonction spécifique au rendu VR, qui s'appelle pareil. Donc on va pouvoir l'appeler à chaque frame. Et puis, deuxièmement, obtenir ici la position du casque, l'orientation, et faire notre rendu. En gros, ici, je vous ai présenté tout le code spécifique lié à l'API WebVR. Tout le reste est du WebGL classique pour faire son rendu 3D. Donc l'utilisation est vraiment assez simple. Et ce qu'il faut derrière, ce sont des compétences de programmation 3D dans le navigateur via WebGL ou via des librairies qui vont permettre de faire des choses de manière plus simple comme Tree.js ou Babylon.js qui existent également. Donc ça reste quand même assez compliqué pour un développeur web lambda comme moi. Je ne suis pas spécialiste de la 3D de WebGL. Et heureusement, on a un boilerplate qui a été fait pour permettre de démarrer très facilement un projet WebVR. Donc lui inclut toutes les spécificités d'appel que j'ai listées. Et puis derrière, ce boilerplate est utilisé par Mozilla. Mozilla a sorti une librairie en 2016 qui s'appelle F-Frame. F-Frame en anglais, c'est la ferme de charpente. Et puis, F-Frame va permettre de manière déclarative, c'est-à-dire de la même manière que l'on fait du HTML, de construire une interface WebVR. Comment ça fonctionne? Je me suis trompé, c'est décembre 2015. Ils utilisent Tree.js et le polyfill et l'API WebVR. Ils ont un système, ce qu'on appelle ECS, Entity Component System, pour de la programmation assez facilitée. Pour ceux qui font du Unity 3D, c'est exactement le même système. C'est-à-dire que vous créez, vous déclarez des entités, mon ciel, mon décor, mon personnage, et puis vous leur rajoutez des composants, une texture, un comportement spécifique, et tout ça est intégré dans le rendu 3D. Un framework déclaratif, comme je disais, qui ressemble à des tags HTML, qui enlève tout le code JavaScript nécessaire, et donc qui s'adresse aux développeurs web de manière assez simple. On va voir en termes de code en quoi ça consiste. Sur un Hello World, on a ici une sphère, un cube, un cylindre, et une page HTML pour coder tout ça, donc avec nos entêtes classiques. Et à l'intérieur, ces fameux nouveaux tags spécifiques F-Frame. Donc on crée une scène. Systématiquement, dans toute page F-Frame, vous aurez cette scène. Et à l'intérieur, on positionne nos objets. Une sphère, une box, un cylindre, un sol, ici en vert, une skybox, donc là c'est juste une couleur, et une caméra pour avoir le rendu VR 3D. Donc c'est assez simple. L'exemple de Mars que je vous montrais tout à l'heure, fait par le Washington Post, a été fait sur F-Frame, et vous verrez, il y a quand même beaucoup de contenu, des choses interactives. L'un des intérêts d'F-Frame, c'est que c'est étendable. Il propose des composants de base comme ceci,
et on peut créer ses propres composants. Donc si vous allez sur le site Frame, vous verrez aussi tous les composants additionnels créés par la communauté, et vous pouvez créer vos propres composants et les partager. Un exemple un peu plus marrant, une photo 360. Donc pour faire ça avec Frame, c'est très compliqué. On crée une scène et on rajoute notre photo 360. Pour faire une visionneuse de vidéo 360, c'est exactement la même chose, sauf qu'ici on passe un fichier vidéo 360 et ça fonctionne directement. Maintenant qu'on a pu faire un site compatible WebVR, ce qu'on va vouloir, c'est interagir avec. On n'a pas de souris sur le casque. Par contre, si on a un casque type HTC Vive ou Oculus Rift, on a des manettes très spécifiques qui ressemblent à celles de la Wii à l'époque, qu'on va pouvoir manipuler dans l'espace 3D et interagir avec le monde 3D. Donc comment ça fonctionne aujourd'hui avec WebVR? WebVR s'appuie sur une API déjà existante, qui est la Gamepad API, qui existe depuis quelques années. Ici, vous avez un lien pour faire du test. Si vous avez des gamepads, vous pouvez aller sur la page HTML5 Gamepad, s'amuser avec votre gamepad et vous voyez ce que peut lire l'API. Donc elle va pouvoir détecter les appuis sur la directionnelle et tous les boutons. Ça c'est bien, mais ça s'adresse à la base à des gamepads classiques type gamepad de console de jeu. Sauf qu'en VR, on a des choses très marrantes qui sont un peu plus complexes, voire beaucoup plus complexes, comme ici des manettes positionnelles, donc ce qu'on appelle 6 degrés de liberté, c'est-à-dire qu'on peut à la fois détecter les rotations sur les 3 axes, mais aussi les translations et tous les gestes que l'on fait avec ce matériel. La Gamepad API ne sait pas lire toutes ces informations. Et donc, en plus de l'API WebVR, il y a une extension de la Gamepad API qui est développée en parallèle par les mêmes développeurs. Là, c'est Brandon Jones de chez Google qui bosse sur WebVR chez Google, qui réalise aussi cette extension de l'API, et donc qui va pouvoir lire toutes ces informations supplémentaires, type accélération, position, la vélocité. Aujourd'hui, ça fonctionne que dans Chrome, mais c'est en cours d'implémentation chez Mozilla. On peut lire 3 degrés de liberté, c'est-à-dire les rotations ou rotation plus translation. Et ça fonctionne sur les manettes HTC Vive et sur les manettes Oculus. Donc branché sur une page web, tout simplement, vous avez accès à toutes les informations de ce matériel. Bon, aujourd'hui, encore que dans Chrome. Là encore, le code est assez simple. Dans l'objet navigateur, on récupère les gamepads. On récupère leur possibilité de positionnement. Donc si l'objet pose existe dans l'objet gamepad, c'est qu'on peut récupérer les informations positionnelles de ces casques. Donc on va pouvoir après accéder à leurs attributs de position pour manipuler nos objets dans le monde 3D. Pour finir sur la technique, on a parlé de la page web et de son contenu 3D. On a parlé de la manière de manipuler avec des dispositifs d'input. Ce qu'on voudrait maintenant, c'est pouvoir échanger des contenus 3D sur Internet. Typiquement, mon avatar. Je suis sur un site Internet. J'ai un système pour modéliser mon avatar. On se projette un peu dans le futur. Et puis, je veux me promener de site en site. Comment le site où j'arrive va connaître mon avatar, ma représentation en 3D dans l'univers virtuel. Et donc, on a une proposition du Chronos Group pour créer un nouveau format de transfert de données pour les données 3D sur le web. Le futur format, l'équivalent du JPEG 3D. Alors, c'est le Chronos Group. Chronos Group, c'est un consortium d'industriels et c'est eux qui mettent au point l'API OpenGL pour la 3D et l'API WebGL. WebGL est un peu spécifique, c'est une des seules API web qui n'est pas portée par le W3C, elle est portée par le Chronos Group. Et donc ce nouveau format est aussi proposé et porté par le Chronos Group. Ça va permettre de transférer très simple, le plus rapidement possible des contenus 3D, les charger rapidement en mémoire. Comment on charge rapidement des infos en mémoire sur le web? On envoie du JSON. Notre navigateur sait interpréter directement du JSON, il n'a pas besoin de le convertir spécifiquement ou de le décrypter. Donc on en va envoyer du JSON dans ce nouveau format qui va contenir toutes nos informations 3D, les mèches, les textures, tout ce qu'on a besoin comme information pour afficher de la 3D.
On va avoir un support complet, oui, donc des objets 3D, je parlais de mesh, de texture, également tout ce qui va être animation est inclus dans cet objet. Et puis, excusez-moi, les shaders. Donc les shaders, pour ceux qui font de la 3D, c'est les effets d'éclairage, de texture en relief qu'on va pouvoir appliquer sur des objets. À quoi ça ressemble concrètement? Donc c'est du JSON. On décrit des nœuds, et dans ces nœuds, on décrit des meshes, donc des objets 3D. On va avoir ici nos listes de meshes, et on voit que ça pointe vers un matériel spécifique. Donc on appelle ça des buffers en GLTF. Et ces buffers, eux, vont pointer vers des fichiers binaires. Parce qu'à un moment donné, notre texture, notre image, pour texturer l'objet 3D, bah, ça reste une image binaire. Donc on a un descriptif JSON des données. Et derrière, le navigateur va télécharger les fichiers binaires complémentaires pour avoir toutes ces informations nécessaires pour l'affichage. Donc c'est un compromis entre lecture, chargement en mémoire et efficacité du format de transfert. Aujourd'hui, c'est en cours d'implémentation dans les outils de modélisation 3D. Donc il y a des convertisseurs qui existent pour Collada de mémoire. Collada, c'est un des formats binaires pour les objets 3D que tous les outils de modélisation 3D connaissent. Et donc on peut, si on utilise Blender, Maya, 3D Studio, peu importe, exporter en Collada. Après, utiliser le convertisseur Collada vers GLTF et avoir un format utilisable en WebVR. Je parlais tout à l'heure de la librairie TreeJS comme surcouche à WebGL. TreeJS, c'est loader, c'est charger des fichiers GLTF. Donc on peut commencer à travailler avec ce format pour transférer nos données 3D sur le web. Voilà pour la technique. Petite projection sur ce qui va venir ensuite. Principalement, travailler sur les performances, parce qu'on ne va pas se le cacher aujourd'hui. Le rendu 3D dans un navigateur, il est moins optimisé qu'avec une application native Oculus ou HTC Vive. Donc ça, c'est vraiment un des critères déterminants pour pouvoir démocratiser cette API. Il y a des axes là-dessus. Premièrement, pouvoir avoir un rendu, rendu 90 fps, 90 images par seconde. Pourquoi? L'Oculus Rift et l'HTC Vive aujourd'hui fonctionnent en 90 images secondes. Parce que 60 images secondes, en réalité virtuelle, c'est un peu trop faible pour avoir quelque chose de vraiment réactif. Donc ces appareils fonctionnent en 90 fps. Quand on fait un jeu Oculus Rift ou HTC Vive, il faut essayer d'avoir un rendu suffisamment rapide pour respecter ces 90 fps. Et donc ça pose un petit souci pour WebVR, parce que les navigateurs Internet, eux, ils ont un rendu bridé à 60 images secondes. Tout simplement parce que nos ordinateurs, nos écrans LCD, eux, fonctionnent en 60 images secondes. Donc un navigateur Internet, jusqu'à aujourd'hui, n'avait pas besoin d'avoir un rendu plus rapide. Pour pouvoir faire de la VR dans le navigateur, eh bien, on aimerait bien pouvoir monter à 90 fps aussi, parce que ça pose des petits soucis. Si on envoie le navigateur affiche 60 fps et le casque, lui, fonctionne à 90, on a des petits effets de traînée légers, plus ou moins visibles selon la scène. On est également plus ou moins sensible selon les personnes, mais ça pose des problèmes visuels. Donc il faut avancer là-dessus. Chrome a commencé. Chrome, dans son implémentation WebVR, a des builds, des versions bêta qui fonctionnent à 90 fps. Mozilla également, donc c'est quelque chose qui va arriver. WebGL 2 est en cours de finalisation. Donc c'est Mozilla, je crois, qui commence à le sortir en version quasiment release. Ça va sortir cette année. Moi, je ne suis pas spécialiste WebGL, comme je disais, donc je ne vois pas forcément tous les tenants et les aboutissants, mais je sais qu'il y a énormément d'optimisation pour avoir un rendu plus rapide, plus performant de l'affichage 3D, du rendu des textures, des effets qu'on peut appliquer, et donc améliorer les performances de ce point de vue-là. Et puis, ce qui se profile également, c'est WebAssembly, le futur langage just-in-time, langage intermédiaire dans le navigateur, qu'on dit beaucoup aujourd'hui que JavaScript est l'assembleur du web, ce qui est un peu vrai.
Et WebAssembly a vocation à devenir vraiment ce langage intermédiaire. Donc, c'est-à-dire qu'on code en JavaScript, on compile en WebAssembly, et derrière, le navigateur va pouvoir interpréter ça directement de manière plus performante, plus rapide. Sur les tests qui sont faits, WebAssembly arrive à avoir des performances moitié à 50, voire 70% des performances d'un code natif, donc d'un moteur de rendu C++ en 3D classique. WebAssembly arrive à atteindre, allez, on va dire 50%. Donc c'est bien au-delà de ce qu'on peut faire aujourd'hui en JavaScript classique, et ça va améliorer les performances de l'ensemble. Et puis, au-delà des performances, il y a l'implémentation des normes qui va permettre de démocratiser cette VR, notamment WebVR dont on parlait tout à l'heure. Donc on attend pour 2017 des versions stables chez Chrome. On peut espérer également chez Mozilla, c'est bien avancé. Et Edge commence à l'implémenter, comme on a vu. Donc on ne sait pas encore quand est-ce que ça va arriver, mais ça devrait arriver. Et puis en espérant que les autres navigateurs suivent le mouvement. Autre chose qui va être intéressant, qui est un petit peu différent de WebVR, c'est WebRTC. Alors WebRTC, on en parle beaucoup pour du transfert de données temps réel, type audio, vidéo, du chat en ligne, des choses comme ça. Ça a un autre aspect intéressant, c'est la fonction getUserMedia, qui permet d'accéder au capteur média d'un appareil, typiquement sur un smartphone, accéder au flux vidéo. Et accéder au flux vidéo, ça nous permet de faire de la réalité augmentée dans le navigateur, en web. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. C'est un peu le pendant réalité augmentée de WebVR. Est-ce que réalité augmentée, ça parle pour tout le monde? Au lieu d'être dans un univers virtuel fermé, complètement coupé de l'extérieur, on est toujours dans le monde réel, on va pouvoir le capter par la caméra et on va pouvoir rajouter du contenu supplémentaire. Aujourd'hui, WebRTC fonctionne, enfin, plus spécifiquement la fonction getUserMedia, parce que c'est celle dont on a besoin, fonctionne sur Android et pas du tout implémentée sur iOS typiquement. On sait que c'est en cours d'implémentation sur les builds Safari chez Apple. Ils ont commencé l'année dernière à implémenter WebRTC. Ils sont pas mal à la traîne là-dessus, mais on espère que ça arrive et qu'on puisse, pourquoi pas, avoir une API prochainement Web AR, réalité augmentée, dans le navigateur, et puis avoir ce genre d'application directement sur une page web, pourquoi pas en massivement multijoueur dans le navigateur, sans installer d'application spécifique. Le talk s'achève ici. N'hésitez pas si vous avez des questions sur WebVR ou sur la VR en général, j'y répondrai avec grand plaisir. Oui. Alors, moi j'ai une question, c'est sur la partie technique. J'ai défini la scène, les objets et Oui. la caméra. Oui. Comment on interagit via la caméra? Alors, je veux dire, comment on présente les différentes interactions possibles avec la caméra dans une scène? Parce que typiquement, on pourrait imaginer qu'on est dans une voiture, c'est pas la même chose qu'être dans un FPS ou d'être dans un avion. Alors déjà, est-ce qu'on a une représentation physique de soi dans cette scène 3D? Parce que oui, dans le FPS, on va avoir son corps, ou pas si on est dans un simulateur. Je ne suis pas sûr de bien voir le question. Comment on peut attacher justement des contrôleurs ou ce genre de choses avec la caméra pour pouvoir interagir au niveau de la vue et du déplacement? Alors, en fait, dans les moteurs 3D, que ce soit classique ou WebGL, quand on bouge l'objet caméra, en fait, automatiquement, le rendu s'adapte. Donc, si je tourne mon objet caméra, on va afficher la scène qui est en face de la caméra. La caméra, l'objet caméra, lui, a juste une profondeur de champ également.
donc jusqu'à cette profondeur de champ maximale qu'on peut régler pour des performances, on va afficher tout ce qui est dans son cône. C'est comme une caméra physique, elle a un angle d'ouverture, et tout ce qui est dans le cône est affiché, est rendu. Donc faire une rotation ou un mouvement cinématique dans une scène 3D, il suffit de bouger l'objet caméra et derrière le rendu se fait. Une question là-bas. Question super intéressée. Je suppose que dans ton labo, tu as testé tous les outils, toutes les solutions du marché. Là, lequel il faut acheter en ce moment? C'est lequel le meilleur? Je dirais qu'il y en a deux meilleurs, très différents. Le premier, c'est celui-là, en usage mobile. Et le deuxième, c'est le HTC Vive, en usage relié, câblé au PC. Le Vive, aujourd'hui, il est vraiment super bluffant d'un point de vue réactivité, qualité. Quand on manipule des objets avec ces deux contrôleurs-là, il y a aussi un retour haptique, donc des vibrations. Et c'est vraiment super bluffant. Il y a leur démo toute bête où on tape dans des ballons. Quand on l'a tous essayé au boulot, ouais, on a vraiment l'impression de taper dans des ballons, les ballons partent, il y a un petit choc, on sent, on a ce retour, c'est super immersif, super bluffant. Donc il est vraiment top. Par contre, il faut une grosse tour, une grosse carte 3D derrière, donc c'est moins pratique. Quand on veut faire essayer de la vidéo 360 sur un salon ou à des clients, là on va privilégier ça parce que c'est très facilement portable et utilisable. Donc pour moi, c'est ces deux-là. C'était sensiblement la même question derrière, mais en pointant plus spécifiquement vers du coup le WebVR. Oui. Est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients? Si on prend que les deux meilleurs casques que tu as donnés, des avantages et des inconvénients vis-à-vis de la WebVR, puisque notamment je pense à la définition d'écran, ce genre de choses. Étant donné le niveau de performance qu'on peut avoir aujourd'hui avec WebVR, ça suffit largement parce qu'on ne va pas atteindre les limites de rendu 3D d'un bon téléphone. On ne va pas avoir besoin d'un Vive pour faire des rendus de scènes super complexes avec des effets dans tous les sens. Aujourd'hui, le matériel de base, entre guillemets, suffit largement. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... D'autres questions? N'hésitez pas, ou même sur la... Oui. Encore une question un peu... alors c'est lié à WebVR. Oui. Vous avez parlé effectivement que tous les sites ne sont pas encore en 3D. Ils ne le sont sûrement pas tous. Non. Et je voulais savoir, donc, vous avez présenté, il va y avoir un moyen de mapper les sites existants en 2D. Tout à fait. Et ça va se passer comment? Est-ce que ça va être une sorte de balisage spécifique HTML ou est-ce que ça va être comme si on rentrait virtuellement dans une texture le site et que c'était imprimé sur un plan ou ce genre de choses? Je ne suis pas vraiment encore capable de répondre. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'il va y avoir des choses un peu similaires aux iframes, mais qui permettront tout simplement d'afficher le contenu d'une URL sur une surface 3D, plate, courbe, là on fera ce qu'on voudra, mais ça c'est un des aspects. Je sais qu'il y a aussi des discussions en cours autour de CSS 3D, pouvoir utiliser du CSS en 3D en WebVR, c'est un des aspects qui est discuté. Des balises spécifiques, je sais pas, c'est possible. Parce qu'en fait, l'autre question derrière, c'est typiquement, je vois par exemple, actuellement on parle beaucoup de React ou de Angular, comment ça va s'intégrer justement dans ce genre d'environnement? Est-ce que ce sera intégrable déjà? A priori oui, chez Oculus, là, leur dernière conf Oculus Connect, donc ils ont annoncé que, eux aussi ont un navigateur pour l'Oculus PC. Ils vont sortir un navigateur qui va supporter WebVR. Et la deuxième annonce qu'ils ont faite qui concerne WebVR, c'est qu'ils sortaient React VR. Voilà. Je ne sais pas si la lib est déjà sur GitHub, mais Oculus est en train de la sortir, donc faire du rendu WebVR avec React. Donc oui, ça va pouvoir se faire.
On a parlé un peu du hardware avec les casques, mais du coup, on voit bien qu'il faut aussi interagir dans cet environnement virtuel. Donc, tu nous as présenté rapidement les deux pads, c'était le Vive et l'autre, c'était celui d'Oculus, oui, je crois, l'Oculus Touch, ouais, avec notamment le Gamepad API qui a été étendu. Est-ce que tu as un retour là-dessus, sans parler même du rendu et l'immersion, parce qu'il y a aussi Leapmotion, il y avait aussi les outils de Microsoft, la Kinect par exemple. Est-ce que, en termes de device, justement, pour capter les contrôles et les mouvements, est-ce que tu as des choses qui t'ont paru bien, moins bien, sur quoi tu... Vraiment bluffé par les contrôleurs de chez Vive. Ceux de tu peux les brancher directement dans ton navigateur et juste si tu veux faire défiler l'équipe, j'en sais rien, avec ton truc, tu as réussi à le brancher. Et, si le site de l'équipe est compatible, s'ils ont implémenté si tu fais toi-même ton site avec un truc de sport et que tu implémentes le Gamepad API là... tout à fait. D'accord. Alors, dans une version bêta de Chrome, aujourd'hui, novembre 2016, oui. Et on imagine 2017 dans Chrome stable, oui. Ok. Ils sont vendus séparément? Est-ce qu'ils peuvent être... Non, ils sont vendus avec, je pense pas, mais je suis pas sûr qu'ils soient vendus séparément. Ok, merci. D'autres questions? Bon, eh bien, merci beaucoup. Merci d'être venu.